Nous allons vous raconter une histoire. Mais auparavant, nous allons nous interroger un instant sur le fait même de raconter une histoire. Et sur l'importance qu'on accorde à un récit, sur la frontière entre le réel et la fiction. D'abord, qu'est-ce qu'une histoire avec un grand H? L'histoire, c'est notre mémoire commune, notre identité. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Pour nous tous, l'histoire est concrète, écrite, immuable. Il y a des dates ou des événements dont on est particulièrement sûr. On les a apprises à l'école ou dans un livre. Et on sait, on en mettrait littéralement sa main à couper, que ces dates sont exactes. Comme par exemple Marignan. 15 La cause de la Bastille. Christophe Colomb en Amérique. Galilée, Robespierre, Ravaillac. La guerre des 100 ans, la guerre d'Algérie. En Algérie, les Français débarquent en 1830 et repartent en 1962. 132 ans d'occupation. Les petits Algériens ont appris à l'école Nos ancêtres les Gaulois. Souvent, presque toujours, c'est le récit du vainqueur qu'on retient. Et dans tout récit historique, il y a, comme son nom l'indique, une part de récit. Chaque historien, même s'il tâche d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque qui est traversée directement par des moyens d'information qui les influencent. Chaque historien est avant tout un homme. L'histoire ne peut donc pas être objective, elle est mouvante, elle évolue, elle s'estompe et s'enrichit. Notre identité, notre passé, tout ce qui nous définit n'est qu'un récit. Tout notre passé est une fiction. Ensuite, qu'est-ce que l'histoire? Une petite histoire, ce sont des mots, du vent, de l'air en vibration. Ce n'est rien du tout. Prenons au hasard le christianisme. Avec le judaïsme par l'intermédiaire de la Bible. Et qu'est-ce que la Bible? Sinon le plus formidable réservoir d'histoire qui soit. Le jardin d'Éden, l'arche de Noé, la multiplication des petits pains, la résurrection de Lazare, la Pentecôte, Des histoires Sur lesquelles s'appuie une pensée philosophique et spirituelle, mais Des histoires Au nom desquelles des millions de croyants, chrétiens, protestants, musulmans, bouddhistes, se sont entretués durant des siècles dans un seul but de défendre leur histoire. Alors je repose la question, qu'est-ce que l'histoire? C'est un fait divers datant du 14 juin 2001 dans un grand quotidien algérien. Une mère et sa fille disparaissent mystérieusement à Mechtal-Ayadat. Dans ce petit village du Nord, c'est la perplexité qui règne. cela fait maintenant un mois qu'Alia Ben Mahmoud, 34 ans, et sa fille Jeanne, 15 ans, ont disparu. Le 17 mai 2001 au matin, un voisin les croise toutes les deux. Elles ne semblent pas inquiètes. C'est la dernière fois qu'on les voit. Le 23 mai, une commerçante passe chez elle pour livrer des courses mais ne trouve personne. Inquiète, elle alerte l'antenne de police locale qui vient perquisitionner. Il ne trouve aucune trace d'effraction, aucune marque de violence. Les deux femmes ont disparu. De la nourriture reste dans le frigo et plus inquiétant encore, la voiture d'Alia Ben Mahmoud est toujours là, tout à fait fonctionnelle. Bonsoir. Leur maison se trouvait isolée à 15 km de toute autre habitation. Y'a quelqu'un? Une battue a été effectuée sans succès. Bonsoir. Oh, bonsoir, oh, bonsoir. Wow, mais c'est incroyable de trouver ça ici, comme ça, en plein désert. Pardon. Quoi? Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis navrée. Je suis complètement perdue. Je sais ma voiture là, devant. Je roule depuis des heures. Vous voulez une chambre? J'ai pris des pistes invraisemblables. Il y a des panneaux dans le mauvais sens. Parfois, il n'y en a même pas du tout. Je veux bien une chambre, oui, s'il vous plaît. Oui, c'est mal indiqué. Hein. C'est très mal indiqué. Je me suis retrouvée, c'est quoi, la palmerelle là? Ah non, merci, non. Après des heures en voiture, ça. Et en est où ici exactement? À Mechtal-Ayadat. Mechtal-Ayadat. Oui. Vous avez soif. Non, merci. Je m'abreuve, mais de la contemplation de cette bibliothèque. Mais c'est incroyable, quel trésor. Oh, et ça, c'est Monte Cristo? le comte de Monte Cristo. Attends, Espérez. et c'est une édition Original. Ah non, merci, mais non, prenez-vous. Oh, regarde, il y a Swift. Magnifique. Rabelais, oh Madame
ça? Oui, C'est exactement ce qu'on appelle un incunable. Un ouvrage imprimé. Le siècle avant l'invention de l'imprimerie. Vous savez pas. Si je vais. mais d'où vient ce trésor? Un héritage. Un héritage? Vous êtes quoi? Vous êtes des origines françaises? C'est bon, famille, c'est ça? Qui n'a pas d'origine française? Ah, des origines françaises. Mais oui, bien sûr. Votre père. Non, ma mère. Ah, votre mère. Ah non, merci, vous buvez. Je vais faire un peu chaud quand même. Donc, votre mère, c'était sa bibliothèque? Non, celle de ma grand-mère. Ah, donc sa mère, elle? Non, mon père algérien. C'est votre grand-mère Algérienne. qui vous a légué Cette magnifique bibliothèque! Et la maison. et la maison aussi. Ah, donc, bon, dans cette famille, tout se transmet par les femmes. En quelque sorte. Et votre mari, il est pas là? Ah, mais. non, excusez-moi, il est je plus l'ai là. pas, hein. Il est plus là. Oui, il est pas là. Il est mort? Non. Non, il a divorcé il y a 6 ans, il est rentré en France. En Algérie, quand un homme divorce, la femme n'a droit à rien. C'est vrai. Et donc, Jeanne et moi, on est venus s'installer ici, à Mechtalayetad. C'est le seul bien qui nous reste. C'est pas facile. Hein. Oh, excusez-moi, mais je vous écoute, mais. J'ai rien mangé depuis ce matin. Ah bah, vous préparez quelque chose. Ah mais non, restez assise, on peut se débrouiller. Oh, je peux prendre les tomates là? Oui. Enfin, 3, hein, parce qu'elles sont vraiment petites quand même. Hein. Et vous inquiétez pas, la cuisine, ça me connaît. Ouais. C'est un oignon, ça? Je plaisante. Bon, vous disiez que c'était pas facile. Non, ce n'est pas facile, surtout quand on est une femme seule. C'est pas facile en Algérie quand on est une femme. D'ailleurs, vous avez entendu parler du code de la famille? C'est Bouteflika, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc la femme algérienne doit se référer toute sa vie à l'autorité de son père, de son frère, de son grand-père, de son cousin. D'un homme, quoi. Elle est considérée comme une mineure toute sa vie. Vous savez, en France, juste dans les années 60, la femme n'avait pas le droit d'avoir un chéquier. Hein. Dans les années 60. En Algérie, en 2000 ans, on en est toujours au même point. Leurré de respect apparent dans une servitude réelle, traité en mineur pour nos biens, jugé en majeur pour nos fautes. Beaumarchais, ça c'est d'un féministe. Il écrit ça en 1778. Et 3 siècles plus tard, c'est toujours valable ici. C'est intolérable. Mais pourquoi vous ne voulez pas rentrer en France? Mais on veut pas rentrer en France. Mais on veut pas partir. Partir, c'est abandonner. Partir, c'est renoncer. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous me faites parler là, et vous alors? Moi? Tout le monde a une histoire. Vous avez une histoire. Vous venez me la raconter. Je suis sûre que votre fille, elle aussi a une histoire. Ben moi, je porte une histoire. J'ai croisé la route d'une histoire tellement incroyable, Tellement extraordinaire qu'elle a changé ma vie. Qu'elle est devenue ma vie. Non, c'est trop long. c'est trop. Ah mais je vous préviens, on est très mauvais public, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on adore les livres, hein. Ici, on les ouvre, on les ferme. Ouais, puis ne vous inquiétez pas que si votre histoire nous ennuie, on vous le fera savoir. Bon, bah alors, c'est l'histoire d'un homme seul, dans sa voiture, et qui est complètement perdu. Ah non, non, ça c'est vous. Ça, c'est vous tout à l'heure sur la route. Ah mais non, pas du tout, pas du tout. Mon histoire, ça se passe en France, en mars 1988, dans la forêt des Ardennes, à la nuit. Il pleut depuis des heures. Et cet homme, seul, dans cette voiture, cet homme ne sait pas où il est. C'est juste une chose, il cherche son chemin. Putain, mais putain! Putain, c'est pas possible! Non mais. Tu veux aller à gauche? Monsieur! Je cherche Linchamp, le village de Linchamp. Vous cherchez le château? Quel château? Non, je cherche Linchamp. Le château perdu? Non, je cherche Linchamp. Linchamp. Vous connaissez ou pas? Alors, vous prenez aller tout droit. Au carrefour, vous tournez à droite. Après, vous continuez sur 3 km. Vous arrivez à Nouzonville. Sur la place, il y a un café. Vous entrez dans le café, vous demandez le patron. Il vous indiquera. Non, attendez! Monsieur! Ah putain! Rien de fermé.
T'es perdu? Cherche le château? Quel château? T'as pas eu retard? C'est une légende. Un château perdu dans la forêt, habité par une princesse. Non, je cherche Linchamp, le village de Linchamp. Un petit café d'abord? Ok, café. T'es pas du coin, toi? T'es d'où? Région parisienne. Bon, vous connaissez Linchamp ou pas? Bien sûr qu'on connaît Linchamp. On est de Nouzonville. Bon, quand tu sors du café, tu vas à gauche, tu prends la première à droite. Tu sors de Nouzonville. Là, tu fais première à gauche, première à droite. Tu vas arriver à un carrefour avec une vieille grange qui a cramé. Tu verras sur la droite, t'as la départementale qui va vers Charleville. Toi, ne prends pas ça. Toi, tu continues tout droit. Sur 2 km, 2 km 5, 3 bornes à tout casser. Tu vas arriver à une forêt, tu peux pas la rater. Une forêt avec des grands chênes. Traverse, traverse, traverse. Là, d'ailleurs, si t'as le temps, tu verras sur la droite, t'as des champignons gros comme ça. J'en ai ramené la semaine dernière à José. Des cèpes. Hein, José? Les cèpes. Il nous a fait une omelette succulente. Enfin bref, traverse, traverse, traverse. Traverse, traverse, traverse. Et là, tu vas arriver à une espèce de... Écoute-moi bien parce que c'est là que tu nous secours. Tu vas arriver à une espèce de vieille fourche merdeuse qui a 4 routes. Et là, surtout, tu vas mollo, hein, niveau vitesse. Parce qu'au kilomètre 3, t'as une chicane super vicieuse. Et il y a 6 mois, il y a le fils de Jeannot qui s'est foutu en l'air. C'est le fils d'Éric. Qu'est-ce que tu dis? C'est le fils d'Éric. Mais non, il y a 6 mois sur la chicane. C'est le fils de Jeannot qui s'est planté. C'est le fils d'Éric, je te dis. Mais non, sur la chicane, c'est pas le fils d'Éric. Bon, excusez-moi. Vous avez le téléphone? Juste là. C'est ta pièce. Oui, allô? Allô, Sylvie, c'est moi. Mais t'es où là? Tu percutes que t'es pas allé chercher Justine? Oui, bon, je sais, je suis pas allée chercher Justine. Je n'en peux plus de toi! Non, Sylvie, écoute-moi 2 secondes, je t'en Une supplie. fois je te demande une chose. Une fois je te demande d'assurer, t'en es même pas capable. Oui, bon, je sais, j'en suis pas capable. C'est juste que... Bon, écoute juste moi là, arrête. Je n'en peux plus, j'en ai marre. Ça fait 6 ans que je Arrête, te comme un Sylvie. vieux poulet et je C'est pas n'en le moment, peux plus, Sylvie. j'en ai marre. C'est pas le moment, je te dis. Terminable. Un minable de père, un minable de mari, un Sylvie, tais-toi, minable de... bordel, tais-toi, laisse-moi parler. Non, je ne veux plus t'écouter, je ne veux plus t'écouter. Tu vas fermer ta gueule, putain. Allô, Sylvie? Sylvie? Putain. Bon, t'es où? Je sais pas, je suis dans un bled à Gouzinville. Nouzonville. T'allais voir, Enfin, bref, Nouzonville, je suis paumé, je suis dans les Ardennes. t'allais voir ton père? Mon père est mort. On m'a appelé ce matin. Il a fait une crise cardiaque et il est mort. C'est pour ça que j'ai pas pu aller chercher Justine. Putain, ça fait 2 heures que je tourne en rond dans la forêt, là. Il pleut, il fait nuit. J'en peux plus, là. Allô? Allô, Sylvie? Sylvie? Allô? Si tu mets pas de pièces, ça coupe après 1 minute. Putain. Bon, pour Linchamp, je t'explique. Monsieur Martin, Monsieur Martin, Monsieur Martin, vous êtes bien Monsieur Martin? Ouais. Ah, Maître Favarot, on s'est eu au téléphone. Oui, ok. Vous avez les clés, on aimerait bien rentrer dans la maison. Oui, j'ai les clés, mais elles sont chez moi. J'habite juste en face là, c'est pour ça que je vous ai vu par la fenêtre. Mais on va pas rester sous la pluie, hein? Venez, ma femme nous a dû préparer quelque chose, une petite boisson chaude. Ah mais vous êtes là? Joséphine. Mais vous êtes arrivée, enfin? Ben, installez-vous, hein? Monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi prendre votre... Non, ça va, merci. Oh, qu'est-ce qu'il tombe? Voilà. Un petit café peut-être? Non, merci, je viens d'en prendre un. Merci Joséphine, ça ira. Bon, eh bien toutes mes condoléances d'abord, Monsieur Martin. Nous aimions beaucoup votre père. Vous aviez un frère également? Un frère aîné, Henri? Henri, oui. Henri. Il vit aux États-Unis, je crois. Au Canada. Au Canada, c'est ça. Vous avez réussi à les joindre? Oui. Ah. Tant mieux. J'ai bien connu votre père. Nous étions voisins, voyez-vous. C'était un homme charmant, un peu secret, mais on sentit un grand érudit, un grand lecteur.
Il avait été journaliste, il me semble, par le passé, avant de venir s'établir ici. Et c'était vraiment enfant. Nous l'aimions beaucoup. Je ne sais pas quelle relation vous aviez avec lui, mais... Oh, je pense que vous le connaissiez mieux que moi. Je pourrais avoir les clés? Eh oui. Non, non, ça ne va pas être possible avant que vous procédiez à la reconnaissance du corps à l'hôpital. À Bonny Semeuse. Vous plaisantez? Non mais c'est une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est la procédure légale. Mais je vous amène si vous... À Bonny-sur-Meuse? Vous avez beaucoup roulé aujourd'hui. Je vous amène. Venez avec moi. C'est terminé. Oui, on ne peut pas investir la maison dans le fond tant que l'identification du corps n'a pas été prononcée par un membre de la famille. Monsieur Martin, Eh non, c'est monsieur. suivez-moi. Je vous attends en bas. Mademoiselle, vous pouvez rester. Il a l'air gentil. Ah oui, il était très gentil. C'est comme mon frère, hein. C'est des gens qu'on aime. Des gens qui savent parler. Pourquoi il n'est pas là, votre frère? Henri? Il est au Canada. Il est prof d'histoire. Et vous? Moi je fais ma restauration. Je suis pas comme eux. Ah, j'ai jamais été comme eux. Voilà le tout. Ça va être de trouver la bonne... Je ne connais pas ce trousseau. Ah, c'est pas ça. Pas celle-ci. Heureusement qu'il ne pleut plus, hein. Écoutez, si c'est pas cela, je me suis trompée de trousseau. Ah si. Voilà, suivez-moi. Voilà. Vous saviez où est la lumière parce que... Non, j'ai jamais été ici. Mon père a emménagé ici il y a 10 ans. Attendez, bougez pas. Je vais trouver... Voilà. Ah. Eh ben, on se demande pourquoi. Ah, belle bibliothèque, n'est-ce pas? Je savais que votre père était un grand lecteur, mais je soupçonnais pas un tel trésor. Ah. Alors, ça c'est un beau livre. Les Contes de Monte Cristo. Attendre et... Attendre et... Espérer. Vous ne l'avez pas lu. Non, j'ai pas trop le temps de lire des livres. C'est une magnifique édition. Originale en plus. Et paraphée. Pour Adélaïde, qui se reconnaîtra. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Mon Dieu. Monsieur, si vous voulez dire, avant de... Mon Dieu. Bon, excusez-moi. Voilà. En ce qui concerne le testament de monsieur votre père, je ne peux pas vous en faire lecture tout de suite, car votre frère n'est pas là. Mais je peux vous en livrer officieusement une partie du contenu, car votre père m'en avait beaucoup parlé avant d'en établir la rédaction définitive. Ce n'est pas que de bonnes nouvelles, je suis navrée de vous le dire.
il y a surtout des dettes. Non, mais pas de grosses dettes, de petites dettes ici et là, surtout à Louvre. Très bien. On rentre dans la maison? Ah, non, ça ce n'est pas possible. Votre père n'était pas propriétaire de cette maison, il a mis. Eh ben, on vendra les livres. Il y a une dernière volonté. Ah, je ne peux pas vendre les livres. Ah, les livres, vous en ferez ce que vous voudrez. Non, votre père a exprimé souvent, à plusieurs reprises, des souhaits très vifs d'être inhumé ici même à Longchamp. Quoi? À Longchamp? Oui, à Longchamp. À Longchamp, ici? Il n'y a, à ma connaissance, qu'un seul Longchamp en France. Non mais c'est une plaisanterie, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Le caveau familial est dans le sud. Il y a un cimetière même à Longchamp. Absolument. Nous avons un très joli cimetière. Il est un peu à l'abandon, c'est un modeste cimetière. Bien. Bien. Et qui s'en occupe? Ce serait Michel. Michel... Michel, un personnage. C'est le fossoyeur de la commune. Il prend également soin des tombes abandonnées. C'est un passionné en... Je vais lui dire de vous appeler. Allô? 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 Allô, c'est Michel. Michel Le Boreux. Hein? Michel, c'est Michel. Ah oui, Michel. Ah oui, Michel. Bon, pour votre père, il y a un problème. Mais il est quelle heure là? Le cimetière est plein, il est complet. Quoi? Le cimetière est complet? Oh, c'est un petit cimetière, vous savez, 50 tombes, à peine. Bah, il n'y a plus de place. Putain, mais je fais quoi là? Je fais comment moi? Écoutez, j'ai une solution. Rejoignez-moi au cimetière. Demain? Non, là, maintenant, tout de suite. Il pleut plus. C'est juste à côté de l'église. Hein? Mais il est quelle heure là? À tout de suite. Attendez. Michel! Michel! Allô? Oh putain! Monsieur Martin! Bonsoir. Michel Le Boreux. Enchanté. On se tutoie, hein? Oh, est-ce que tu ressembles à ton père? La lumière, s'il te plaît. Excuse-moi. Allez, c'est par là. Bonsoir, Madame Bellechasse. Bonsoir, Monsieur Legendre. Hop. Tu marches pas sur Madame Bellechasse. Tiens, t'as pas peur, j'espère. Pas avoir peur. Ce cimetière, c'est comme chez moi. Tu sais, jusqu'au XVIIe siècle, les cimetières, c'était des lieux de vie. On y faisait pousser les fruits, on y faisait sécher le linge, on y dansait, on y forniquait même. Et les prostituées, elles avaient leurs clients ici, hein. Michel. Oh, ça va. Tout ça, c'est ton père qui me l'a appris. À l'époque, les vivants étaient en harmonie avec les morts. Aujourd'hui, les morts, on les respecte trop. Comme des pièces de musée. Michel? Tu sais ce qui m'a appris d'autre, ton père? Au XVIIe siècle, il y avait un type qui s'appelait Jacques Duclos. En 1966, la ville de Toulouse lui propose un marché. S'il devenait le bourreau officiel de la ville, on annulerait sa peine. Et il a accepté. Et c'est ainsi que Jacques Duclos est devenu Jacques Le Bourreau. Dit Jacques Le Boreux. Et Le Boreux, c'est mon nom. Michel Le Boreux. Et Jacques, bah c'était mon ancêtre. C'est ton père qui a trouvé ça dans ses bouquins. Ah ouais? Et ouais. Jacques a engendré une lignée de 15 bourreaux. 15 générations de Le Boreux. Du coup, toute la famille s'est spécialisée dans les métiers de la mort. Les femmes étaient couseuses de linceul ou alors ensevelisseuses. Tu sais, celles qui nettoyaient les cadavres. Et les hommes, bah, ils étaient menuisiers, croque-morts, porteurs à bras. C'était des gens pauvres, mais qui bossaient dur.
Et pendant la révolution industrielle, les Legoureux, on a même fait fortune. Dans nos fonderies de Charleville, on construisait des grandes croix en fonte qui se vendaient dans tous les cimetières de France. Et puis, on a tout perdu. Tout ça, c'est ton père qui me l'a appris. Avant, je t'ai perdu, moi, dans les cimetières. Ton père, il m'a appris à accepter mon héritage. Mon père était fossoyeur, moi, je suis fossoyeur, et j'en suis fière, mon pote. Et ce soir, ton père, je vais enfin pouvoir le remercier. Voilà, c'est celle-là. Elle a plus de 100 ans. C'est la plus vieille tombe du village. C'était sa préférée. Antès? Antès. A-N-T-E-S. C'est pas un nom du coin. Ça fait 20 ans que je travaille ici, personne n'a jamais pu la fleurir. Qui que soit ce monsieur Antès, ça fait belle lurette qu'il n'a plus de descendants. Alors on enlève la pierre tombale, on sort le cercueil, on l'enterre à côté du cimetière. Ah non, Michel. On peut pas faire ça. Oh, ça va, je les connais bien, moi, les morts. Au bout de 100 ans, c'est plus que la poussière et des os. Ah, y a plus de place au cimetière à un champ? Eh ben, on va lui en faire de la place à ton père. Allez, viens, mon pote. Je les paye dans la remise. Putain. Mais comment ça? Comment ça? Ils ont déterré un cercueil au plein milieu de la nuit? Eh ben, absolument. Ils sont allés chercher des pelles, ils ont poussé la pierre tombale et ils se sont mis à pelleter. La terre était humide, ils avaient froid, mais une heure plus tard, ils touchaient le cercueil. Un cercueil, mais magnifique, en chêne massif, orné d'une poignée de bronze. Bah, c'est bizarre ça. Un cercueil de riche dans une tombe de pauvres. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On le sort ou on le laisse? Eh ben, on le sort. En soulevant le cercueil, les deux hommes se sont tout de suite aperçus que celui-ci était anormalement lourd. Mais ils sont combien là-dedans? À tel point que l'un des deux a lâché, et le cercueil est tombé brutalement et s'est fracassé sur le sol. Y'a quoi là-dedans, Michel? Bah, c'est pas possible. Quoi? Bah, c'est pas possible. Quoi? Et le cercueil a révélé son contenu. Quoi? Quoi? Bah, c'est rempli de livres. Des livres? Des livres? Quoi, des livres? Comment des livres? Pourquoi des livres? Mais c'est qui cet Antès? Celui qui est enterré là ou celui qui a mis les livres dedans? Bah, j'en sais rien. Non mais comment ça, vous n'en savez rien? Mais j'en sais rien. La tombe était... Il y avait des livres, la tombe était libre, j'ai enterré mon père. Les livres, ils les ont pas ouverts. Non mais, mettez-vous à ma place. Mon père venait de mourir, j'étais en plein divorce, j'étais en train de creuser une tombe en plein milieu des Ardelles, en plein milieu de la nuit. Attendez, je croyais que c'était pas votre histoire. Moi, je pensais que vous étiez le notaire. Le notaire, non. Monsieur Martin, c'est vous. Ce type-là, c'est vous. Ah ouais? Ah ouais, c'est moi. J'étais un autre homme, hein. J'étais perdu. Je savais pas qui j'étais, mais oui, c'est bien moi. Mais là, je suis fatigué. Ah, je suis fatiguée, j'ai roulé toute la journée. Je vais aller me coucher. Ah non. On veut la suite de l'histoire. Pourquoi vous riez? Attends, mais c'est parce que c'est Dumas. C'est Dumas. Mais quel est le rapport avec Dumas? Attendez, tout à l'heure vous étiez là à me dire on est très mauvais public, ça ne nous intéresse pas. Et là, vous êtes prête à me déchiqueter pour connaître la suite de l'histoire. Le suspense de bas de page qui vous fait acheter le journal le lendemain pour avoir le chapitre suivant. Les trois mousquetaires. 20 ans plus tard. Bragelonne. Mais on s'en fout, ok? On s'en fout de Dumas. On veut la suite de l'histoire. Bon, d'accord. Quoi, des livres? Pourquoi des livres? Comment des livres? C'est qui cet Antès? Celui qu'on a enterré là ou celui qui a foutu les livres dedans? J'en sais rien. Mais les livres, tu veux pas les ouvrir? Mais on s'en fout des livres. Mon père vient de mourir. Je suis en plein divorce. Je suis en train de creuser une tombe au milieu de la nuit, au fin fond des Ardennes, dans la boue, en espérant que la pluie va pas retomber. Mais les livres, ils ont peut-être plus de 100 ans. Bon écoute, moi je suis pas dans les mythes et dans les histoires, hein. J'en ai rien à foutre des livres, d'accord? Moi je me lève tous les matins à 6h du mat pour aller couper de la viande. Donc tout ce que je veux, c'est
m'allumer la télé, me foutre le cul devant et m'endormir parce que j'ai le dos cassé. Tu comprends? Le dos cassé. Alors quoi, on les jette? Prends-les, ils sont à toi. Ah non, c'est ton père qu'on va enterrer là, alors c'est ta tombe, c'est tes livres, c'est ton héritage. Ok, on prend les livres, on les fout dans le coffre de la voiture, ça marche? Ça marche. Mais après les livres, vous les avez lus? Bah non. Bon, mais comment ça, non? Non, je suis rentrée dormir. Mais après. Bah après, j'ai enterré mon père et je suis allée faire le ménage. Non, mais le soir venu? Mais d'abord, le soir n'est pas venu parce que quand je suis allée chez mon père, c'était presque le matin. J'ai dormi 3 heures, puis il a fallu appeler son pompe funèbre, organiser l'enterrement. Et puis qui allait venir? Ma mère, elle est morte. Ma femme, mon frère. Votre frère? Oh, c'est compliqué. Oh donc, vous êtes remonté sur Paris? Je suis jamais retournée à Paris. Pourquoi? Je suis jamais retournée à Paris parce qu'il fait nuit. J'étais fatiguée, épuisée, au bord d'épuisement. Je suis allée dans une station-service, je me suis pris un café, je suis retournée à la voiture était pleine de livres. Il y en avait partout, on n'avait pas eu la place de tout mettre dans le coffre. Il y en avait même sur le siège passager. Ouais. Bon, et puis j'ai pris un livre machinalement, je l'ai ouvert. Au milieu. Bah, c'était pas un livre. C'était un carnet. Et là, je suis rentrée dans l'histoire. Enfin, nous touchons au but. La mort d'Abbesse et Carrie ne sera pas vaine. Devant moi se trouve la fontaine, elle rayonne de simplicité. Ce matin-là, nous nous sommes baignés dans le lac. Nous avons fait nos ablutions. Nous avons remercié le Tout-Puissant de nous avoir accueillis au village. Les Français sont encore loin. Je suis sereine. Nous avons plusieurs jours d'avance. La fontaine est magnifique. La pierre est sculptée. Des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et enliserée. Nous avons longuement contemplé la fontaine. Puis un homme sans âge à la haute stature nous a fait signe d'entrer dans sa maison. Il semblait nous connaître. Il semblait nous attendre. Le trésor des Saxes de Beauville est ici. Après un voyage de 10 ans, après une quête qui m'a menée aux confins de ce monde, je touche au but. Nous touchons au but. Nous sommes les premiers à atteindre la fontaine de Sidi Zouaoui. Sidi Zouaoui? Vous connaissez? Sidi Zouaoui en Algérie? Vous connaissez? Ah oui, c'est un petit village avec un lac, quelques maisons. C'est loin d'ici? Non, 50 km. 50 km en 1 heure, je peux être là-bas, pas plus. Et comment je peux y aller? Alors, vous prenez la route d'Ain Tagout, vous passez par Benina. Alors après, c'est de la piste, mais je pense que... Ouais, je suis en jeep. J'y vais. Non mais attendez! Quoi? Mais la suite de l'histoire! Je dois vraiment y aller. Je sais pas combien pour la chambre, le repas. Non mais rien, mais la suite de l'histoire! Et je dois vraiment y aller. Ah non mais, la suite de l'histoire s'il vous plaît! Eh ben puisque c'est ça, eh ben j'irai avec vous! Mais votre fille? J'arrive? Bah oui. Bah je viens. Eh ben parfait, nous serons de retour dans 3 heures. Mais Jeanne, monte dans le coffre là! Monte à l'arrière! Oh. Mais après? Bah après j'étais harponnée. Je me suis dit, qu'est-ce que ce carnet? J'ai regardé la date, 1832. 1832? 1832? 1832. Mais c'est le début de l'invasion française en Algérie! Je suis allée chercher les autres livres. C'était tous des carnets. Et une écriture manuscrite, une féminine. C'était une femme. Et là, toute une vie racontée dans des carnets. Mais comment s'appelait-elle? Et à chaque début de carnet, il y avait une date. J'ai regardé le premier. Le 17 mai 1822. Le 17 mai 1822. Mais on est le 17 mai. Mais c'était il y a 150 ans? Ah non, plus! 179 ans. 179 ans et c'était encore en Algérie? Attendez, le panneau là, qu'est-ce que ça dit? Rien, continuez, tout droit. D'accord, mais qu'est-ce que je disais? Le premier carnet. Ah oui, le premier carnet. J'ai pris le premier carnet avec moi, je suis retournée à la voiture et à la station-service, je me suis pris à manger, je me suis installée dans la voiture et j'ouvrais le premier carnet. Le 17 mai 1822. Je viens de rencontrer l'homme qui m'a donné envie d'écrire. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Cela n'a pas d'importance.
C'est aujourd'hui que tout commence, ici, dans cette diligence. Le temps est médiocre, il pleut à grosses larmes. Les routes sont boueuses, l'intérieur est humide. Mais mon cœur, enivré de tant de sensations nouvelles, fait des bonds majestueux et fait résonner ma poitrine si fort que je l'entends et cache mon trouble à grande peine. Dis le cotoré, dis le cotoré, A crié le cocher. Un homme est monté. Nous sommes deux dans la diligence qui nous mène vers le commencement de tout. Vous avez trouvé cavalier ce moyen d'entamer la conversation, mais je ne peux m'empêcher de constater que vous voyagez seul. Vous êtes un observateur. Pardonnez-moi. C'est que je suis tellement heureux de voyager en compagnie d'une jeune femme que ma bouche parle avant même que ma tête ne lui en donne la permission. Parlez, j'aime à entendre. Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire. C'est joli, mais ce n'est pas de vous. Non. Savinien, Cyrano de Bergerac. Parfaitement. Et je rajouterais que ce n'est pas de lui non plus, car Sénèque disait déjà, celui qui ne sait pas se taire, il ne sait pas non plus parler. Et La Fontaine de conclure, il est bon de parler et meilleur de se taire. Mais si tous font tant l'éloge du silence, pourquoi est-il si bon de parler? C'est un vaste sujet, monsieur, sur lequel j'ai, si vous lui permettez, une théorie que j'ai eu le loisir de développer. Rien ne me ferait plus plaisir que de l'entendre. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Poursuivez. La vie est un récit. Et chaque vie et chaque récit sont eux-mêmes composés de plusieurs, d'une infinité, d'une multitude de récits. Tout est fiction. Tout. Tout est en ce monde celui qui détient les clés du récit, celui qui détient l'information, celui qui sait mieux que les autres raconter une histoire, devient alors le maître. Peu importe les titres de noblesse et les privilèges, l'homme qui raconte bien peut lever des armées et embraser des nations. Embraser des nations? Un jour viendra, vous verrez, où l'information sera totale et immédiate. Un jour viendra où l'être humain sera noyé dans un flot incessant d'informations, car il sera connecté à tous les êtres humains de la Terre. Et vous serez alors lié aux nouvelles que comporterait ce journal. Et la presse remplira d'ailleurs de tout cet office. Et qui contrôlera la presse, contrôlera le monde. Pensez donc, s'il existait quelqu'un capable de raconter des histoires si extraordinaires qu'un chapitre seulement paraîtrait chaque matin, et que ce chapitre serait si passionnant qu'il faudrait attendre le lendemain pour en connaître la suite. Et dans ce cas, on serait vraiment lié aux nouvelles que porterait ce journal. Et alors, on pourrait faire croire n'importe quelle énigme aux hommes. Et les hommes iraient jusqu'à prendre les armes et à s'entretuer, car lorsqu'ils veulent être libres, ils n'ont pas d'autre façon de faire entendre leur voix que de tuer et de mourir. Voilà bien sombre. Oh, c'est que je porte des siècles de douleur et c'est un lourd fardeau. Et vous? Qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Vous montez à Paris pour la première fois? Beaucoup de questions d'un seul coup. Eh bien, je suis méfort peu de choses, à vrai dire. Fils d'un général d'armée, à la brillante carrière militaire. Je ne suis qu'un petit saute-ruisseau. J'ai 20 ans, et je monte à Paris pour y être clerc de notaire. Et pourquoi pas écrire moi-même un vaudeville ou deux. L'ambition ne vous dévore pas. En faut-il à un homme pour être heureux? Vous devez bien nourrir en vous au moins une passion dévastatrice. Peut-être, j'aime... Vous avez pensé que je dis ça pour vous plaire. J'aime raconter des histoires. C'est drôle, effectivement. Je suis moi-même un piètre aventurier. J'aimerais faire voyager des centaines, des milliers de gens en les emmenant avec moi dans une immense épopée littéraire. Vous aimez le théâtre? Par la lecture, oui. Shakespeare, Molière, Marivaux, Goldoni. J'en ai usé des volumes entiers. Il ne me manque que d'en avoir vu. Vous verrez, à Paris, vous serez nourri. Mais dites-moi votre père. Vous avez dit qu'il a servi dans les armes. Si c'est illustré, ce devait être pendant la Révolution, bien sûr. Mon père était un grand républicain. Bien sûr. Vos yeux partent à nouveau dans le vague. Que veut-il dire? Jeune homme, nous ne nous connaissons pas, et je puis vous affirmer, sans rire ni trembler, que passé cette nuit, nous ne nous reverrons jamais. Je porte en moi une histoire que je n'ai jamais contée à personne. Je vais vous la raconter, et après cela, elle n'ira plus nulle part. Mais vous devez me jurer sur ce que vous avez de plus cher au monde,
que jamais vous n'en écrirez une ligne ni n'en parlerez une. Permettez-moi d'en douter. Doutez s'il vous plaît. Doutez tout votre sou. Mais gardez votre langue. C'est pour moi un tel soulagement de pouvoir le dire enfin. Ma famille a vécu, ma famille a existé. Mon père, ma mère, ma tante, mes cousins, ils ont tous été guillotinés et jetés dans une fosse commune. Et toute trace d'eux a été détruite. Mais ils avaient préservé l'essentiel. Du moins, je l'espère. J'ai grandi dans ce château. J'ai lu les innombrables livres de ma famille. Et lorsque j'ai terminé de les lire, eh bien, je les ai relus et relus. Mon maître d'armes est mort le premier. Ma nourrice est morte il y a 3 jours. Je l'ai enterrée au bourg le plus proche. Et me voilà en route pour Paris. J'ai 30 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui commence ma vie. Adélaïde Edmonde de Saxe de Bourville. Ne dites plus ce nom. Lorsque je mettrai les pieds hors de cette voiture, je serai devenue quelqu'un d'autre. Il me faut un nouveau nom, monsieur le romancier. Le prénom, je le garde. C'est celui de ma mère et de la mère de ma mère. Le nom, je vous laisse l'inventer. Il vous faut un nom simple, un nom d'aventurière. Oui. Un nom anglais peut-être? L'Angleterre ne me tente pas, je n'ai pas l'air d'une anglaise. Espagnol alors? Mieux. Ferreira, Montoya, Montes? Plus simple encore. Antes? Antes. Antes? A-N-T-E-S. On arrive à Paris. Adélaïde Antes. Vous devriez l'écrire, vous savez, cette histoire. Votre histoire. Mon passé ne m'appartient que. Alors écrivez l'avenir. Écrivez-moi. Je ne sais pas, je ne peux rien vous promettre. Ne me promettez rien. Je travaille chez Maître Monceau, rue de Wagram, Paris. J'attendrai de vos nouvelles. Adélaïde Antes. Et votre nom à vous? Alexandre. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Allô? Bonsoir Henri. Martin? Tu vas bien? Ah putain, Martin. Oui, ça va. Ça doit faire 10 ans, mais ça va. Allô? Allô? Papa est mort. On m'a appelé ce matin. Il a fait une crise cardiaque. Je suis allée reconnaître le corps. C'est qui, chérie? C'est pour moi. Je l'ai enterré. Pourquoi c'est toi qu'ils ont appelé? Je sais pas, c'est moi, c'est tout. Il est enterré à Longchamp. Il me lègue des dettes. Il ne vend pas les livres. D'accord? D'accord. D'accord. Et la maison? On en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. Comment ça va, toi? On en reparlera. D'avant, je t'embrasse. Moi aussi. Ah, au fait. Oui. Non, rien, c'est une connerie. Mais il avait quel âge Alexandre Dumas en 1822? Tu me poses une colle, là? Ouais, parce que je lis un bouquin, là. Toi, tu lis un bouquin? Laisse tomber. Attends. Dumas, en 1822, il a 20 ans. C'est l'année où il monte à Paris. Il vient d'où? Villers-Cotterêts, il me semble. Allô? Ouais, merci. Et un dernier truc, ça te dit quelque chose, Saxe de Bourville? Où est-ce que tu as entendu ce nom? Je sais pas, je l'ai entendu, c'est tout. Tu as fouillé dans les papiers de papa. Mais non, mais je l'ai entendu dans une émission ou à la radio, je sais pas. Je me suis dit que tu saurais. C'est tout. Saxe de Bourville. Saxe de Bourville. C'est une légende, une grande famille, très très vieille noblesse française, qui aurait possédé une fortune gigantesque. Un trésor. À la Monte Cristo, tiens. Un trésor? C'est une légende. Ils auraient supposément tous été guillotinés sous la terreur, mais on n'a aucune trace écrite de leur existence. C'est une histoire, quoi.
C'est juste une histoire. Vous vous appelez Martin Martin? Eh oui. Et mon frère s'appelle Henri Martin. Comme au Monopoly, hein. Nos parents avaient beaucoup d'humour. Mais après, Après, j'étais conquis, transformé, bouleversé. Je suis allée chercher la voiture, chercher le carnet suivant. Et après, je suis allée chercher le carnet suivant. Attendez, là, le ballon, qu'est-ce que ça dit? s'ils disent ouais, oui, on est arrivé. Je me gare? Ben, et Dumas? Elle a vraiment rencontré Dumas? Ok, je me gare. Attendez. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé chez moi, vous avez déjà parlé de Dumas. Vous aviez déjà l'intention de me raconter cette histoire. Regardez! La fontaine! La pierre est sculptée, des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et en liseré, entourant le rebord. Je peux distinguer l'arbre au calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine, puis un homme sans âge, à la haute stature, nous a fait signe d'entrer dans sa maison. Attendez, c'est ma voiture, ça? Ah, vous êtes le propriétaire du véhicule? Oui, bon, je me suis mal garée, je vais la déplacer. Ça va pas être possible, monsieur, c'est une voiture volée. Pardon? Ah oui. Il y a un dépôt de plainte déposé sur la voiture. C'est une voiture volée, vous allez finir belle année au poste. Il doit y avoir un malentendu parce qu'en fait je l'ai acheté à un ami et Puis-je avoir le nom de votre ami, s'il vous bon, plaît? écoutez, j'ai pas le temps pour ça là, je prends juste mes affaires, ça marche? Ça va pas être possible, monsieur, je viens de le dire. Les affaires, elles seront consignées avec le dépôt de la voiture. Bon, assez de rigoler maintenant. Papier du véhicule et carte d'identité, s'il vous plaît. Oui, parce que en fait je suis partie précipitamment de chez moi ce matin et tout est à Paris. Carte d'identité, s'il vous plaît. Elle est dans la voiture! En me penchant dans la voiture pour trouver la carte d'identité, et avant que le policier ne m'emmène au poste, j'ai eu le temps de glisser un des carnets sous mon manteau, sans savoir duquel il s'agissait. Mais vous êtes allé en garde à vue? Eh oui, à Rethel. Un charmant petit poste de police, hein. Mais la voiture, vous l'aviez volée, la voiture? Oh merci. Oh putain, c'est chaud. Choukran, c'est ça? On dit Sarah beaucoup. هو البراني يشوف المغفورة من site NGL. Il dit que vous êtes le premier étranger à venir contempler la fontaine depuis 6 générations. Et il sait de quand date cette fontaine? Waktesh Tabenet El Nafura. Zeman. Du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge? El Salibiyin Bena Ola. Elle a été construite par les croisés. Mais les croisés sont venus jusqu'ici? Tali, Lija, Bravo. Le dernier étranger à être venu ici était une femme. Atatouflous. Flous. Elle a donné de l'argent à son ancêtre. Pourquoi? Waroulesh. Litafal El Darfoura. Pour creuser la fontaine. Et ils ont trouvé quelque chose? El Kaouhaja. Il sait pas. بعد سنين رجعت المرأة. Quelques années plus tard, la femme est revenue. ممكن مشيئة. Manish Tebet. Jabet Haja. Jabet Haja. Elle a ramené un objet. Quel objet? Waweshnu. Laouha. Un tableau. Tableau? Il a toujours ce tableau? Mais Jimen Choufa. C'était 1832. Oh mais quel beau tableau! Qui a bien pu le peindre? Ah oui, on reconnaît bien la fontaine. Hein. Mais et l'homme au turban là, c'est son ancêtre? Et cette femme alors, Adélaïde. comme elle est pâle. Oh, mais qui a bien pu peindre ce tableau? Attends, dessiné et de là-haut. Portons-le au soleil.
Eugène, y en a-t-il encore pour longtemps? Un instant, ma chère, Rome ne s'est pas faite en un jour. Ni détruite. Que dites-vous? Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Oh, il me croit sans doute dans un de ces bordels à Alger. Je ne vous ai pas remercié, en fait. Si vous n'étiez pas intervenu dans ce différend qui m'opposait au frère de la jeune fille... Non, pardon plus. Vous maîtrisez la langue arabe avec une aisance qui m'a confondue. Les livres et les salons n'apprennent pas tout. C'est quand même un hasard extraordinaire que vous trouviez là où je vous cherchais. Le hasard n'existe pas. Ici, on dit Mektoub, le destin. Hop, hop, hop! Et la main sur le rebord. Et qu'avez-vous trouvé au pied de cette fontaine? Rien. Quelques mots gravés dans la pierre. Lesquels? Ils ne vous diront rien, c'est du grec. Gnostiv esti pegestes. Le savoir est la source de la vie. Vous savez le grec? Je l'ai appris dans les livres et les salons. Le savoir est la source de la vie. C'est joli. Et rien d'autre? Pas de trésor d'aucune sorte? Non. Vous êtes souffrante? C'est le soleil. Vous avez bientôt fini? Bientôt. Quel paysage extraordinaire! Et quel silence! Le vide et le silence font la beauté de ce pays. C'est à se demander ce que les Français sont venus piller. On ne peut pas voler le désert. Non. Voilà, j'ai fini. C'est mon coquille. Montrez-moi. J'y inscris votre phrase. Le savoir est la source de la vie. Ce sera le titre. Non. Effacez-la, je vous prie. C'est joli. Effacez-la. Et en échange, je vous donnerai un conseil. Vous avez exposé un tableau l'année dernière au salon officiel. La liberté? C'était un nom plus long, je crois. La liberté guidant le peuple. C'est cela. Reprenez-le et veillez sur lui avec l'intention d'un père pour son fils. Un jour, ce tableau, cette image, dépassera votre avis et deviendra bien plus que cela, le symbole d'une nation. Bien plus qu'une nation. D'un idéal. Ouais, un idéal. Il représente l'unique justification valable de la guerre. La conquête de la liberté. En connaissez-vous d'autres? Eugène, de tout temps la guerre n'a été déclarée que pour des raisons haineuses, avides ou absurdes. Cette guerre même, au cœur de laquelle nous nous trouvons, cette conquête meurtrière, a été décidée en une nuit, dans un petit salon du Palais Royal. La nuit de la Saint-Sylvestre 1830. Vous plaisantez? J'y étais moi au Palais Royal cette nuit-là. Pourquoi croyez-vous qu'Alexandre vous ait envoyé à ma rencontre? Alexandre. Chateaubriand, Stendhal, Lamartine. Mon cher, si nous manœuvrons bien, c'est la gloire et la fortune qui nous attendent. La gloire et la fortune? Parfaitement. Séduis la bonne protectrice, fais rire le bon baron, et c'est une bourse ou un théâtre qui s'ouvrira à toi. Nous sommes à la cour. Regarde, c'est le jeune Victor Hugo. Hugo. Allons, tu le veux 20 fois. Non, non, il a dans ses écrits une intelligence que je n'ai pas. Il n'est qu'un penseur. Un écrivain, un vrai. D'accord, tu es un amuseur, un raconteur. Mais nous sommes des jouisseurs, non? Laisse-lui l'intelligence. On dit que le roi va bientôt passer.
Je monte bien du roi, Eugène. Tu as encore reçu un carnet? Une lettre, cette fois. Alexandre, tu es amoureux d'une chimère. D'abord, elle est vieille, elle a 40 ans. 38. Ensuite, tu ne l'as vue qu'une seule fois et tu ne l'as même pas connue bibliquement. Je la connais mieux que ça. Je la connais intimement. Elle me raconte ses voyages, ses pensées, ses envies, ses doutes. Elle a tout fait, Eugène. Elle a traversé la Chine, les Indes, les Amériques. Elle a frôlé 20 fois la mort. Et 20 fois, j'ai tremblé pour elle. Alexandre Dumas qui tremble pour une invention. Qui te dit qu'elle ne t'écrit pas ses lettres de Bretagne, assise bien au chaud dans son fauteuil? Tiens, elle a croisé la route d'un certain Pierre Picot. Tu as entendu parler? Fiction sans doute? Un roman extraordinaire. Un cordonnier envoyé en prison suite à la conspiration de ses prétendus amis. Il y reste 7 ans. 7 ans! Se lie d'amitié avec un prêtre italien qui, à sa mort, lui lègue une fortune colossale. Extraordinaire, n'est-ce pas? A-t-elle au moins trouvé son trésor, cette Adélaïde? Moins fort, Eugène, elle est sur sa piste et s'y rend même nous parlons. Alexandre, j'ai de la peine à te voir comme ça. Une bonne fois pour toutes, le trésor des Saxes de Bourville est un mythe. Les Saxes de Bourville eux-mêmes sont un mythe. Ne prononce pas ce nom ici! Saxes de Bourville, c'est la fête, tout le monde s'en fiche, comme tu dis. Le champagne rend sourd, le champagne rend sourd. Bonne année, 1830 sera une année de paix, je te le dis. Monsieur Dumas, vous êtes prêt de rejoindre le petit salon au fond du couloir à droite, on vous y attend. La gloire et la fortune, Alexandre! Entrez, monsieur Dumas. Asseyez-vous. Puis-je vous proposer un rafraîchissement? Merci, j'ai assez bu. Votre ami parle beaucoup et un peu fort. Eugène, lui aussi, a assez bu. Tant mieux. Ce soir, c'est réveillon, n'est-ce pas? Et puis, nous sommes entre gens de bonne compagnie. Comme votre ami, Ferdinand Victor Eugène Delacroix, fils de ne sait pas trop qui, même si certaines rumeurs évoquent le prince Talleyrand. Et vous? Et moi? Alexandre Dumas, fils de Thomas Alexandre Davy de la pailletterie, dit Général Dumas. Général Dumas. Eh bien moi, je suis Jules Auguste Amand de Polignac, comte de Polignac et prince de son empire. Ce sont des gens comme votre père qui nous pourchassèrent et massacrèrent, mais nous savions, voyez-vous, nous savions que la République n'était que passagère. Chaque roi, chaque peuple a besoin d'un roi pour les gouverner, et chaque roi a besoin d'une éminence grise pour gouverner à sa place, tandis qu'il chasse et cotise les servantes. Je suis cette éminence. En ce jour de l'an 1830, je suis Premier ministre du Royaume de France. Et vous? Vous n'êtes rien. Donc, claque-moi les doigts, je puis vous faire disparaître de la surface de ce monde. Et personne ne s'en apercevra. Alors, je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce avez-vous des Saxes de Bourville? Mais pas de témoigner. Tout ce qui se dit dans ce palais m'est immédiatement rapporté. Je sais qu'il s'agit d'une légende. Laissez-moi vous raconter une histoire. Ma mère, au cas où vous l'ignorez, était Yolande de Polastron, duchesse de Polignac. Elle était également l'amie intime de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. C'était un après-midi de mai en 1778. Ma mère et la reine, alors deux jeunes filles, avaient coutume, pour leur bon plaisir, de parcourir, dériser bien sûr et sans écorde, les bois et les campagnes. Nous devons vraiment rentrer. Savez-vous bien le chemin du retour, Yolande? Je le crois, oui. J'en suis pas si sûre. Ça devrait être par ici. Yolande, Majesté, êtes-vous bien? je sais pas. Majesté? Oh mon Dieu! Oh Majesté! Oh mon Dieu! Réveillez-vous!
Un homme apparu, seul. Quelqu'un? Que se passe-t-il ici? Oh monsieur, la reine s'est évanouie. Pourriez-vous la secourir jusqu'au château? La reine. La reine, oui. Oh s'il vous plaît, aidez-nous. Bon, inutile de la porter, elle respire. Mais comment pourriez-vous savoir ce qui est bon ou pas? Buvez, madame. Madame? Monsieur, pour ce madame, un cachot pourrait vous attendre. Taisez-vous, je vous en prie. Allez-vous mieux? Oui, merci. Mais enfin, par quel hasard mystérieux vous trouviez-vous dans ce bois, monsieur? Nul hasard, madame. Les terres sur lesquelles vous vous trouvez m'appartiennent, et je méditais au bord d'un cours d'eau lorsque j'ai entendu vos cris. Vous sentez-vous souvent fatigué ces jours-ci? Tous les jours, dans l'après-midi? Et votre appétit? Variable. Êtes-vous souvent en colère? Plus que d'accoutumée. Bien. Avant que de repartir des fêtes, votre corset, il comprime votre poitrine et induit l'évanouissement. Ainsi, vous êtes donc médecin? Et de quel mal souffre la reine? La reine ne souffre d'aucun mal. Mais d'ici quelques mois, la France aura un héritier. Ou une héritière. Mesdames. Encore ces mesdames. Mais quelle impolitesse! Est-ce possible? N'en croyez rien, Altesse. Cet homme affabule. Yolande, chaque prédiction de cet homme s'est révélée exacte. Vous le connaissez donc? C'est un homme qui m'effraie autant qu'il me fascine. On le dit sorcier, thaumaturge et immortel. Mais quel est son nom? Il en possède plusieurs. Comte Pellegrini, chevalier de la Sainte-Croix, Joseph Balsamo. Mais les espions de Louis connaissent son nom véritable. Frédéric de Saxe de Bourville. Frédéric de Saxe de Bourville. Son nom ne vous est pas inconnu apparemment. Je le croyais appartenir aux légendes de mon enfance. Mais rentrons, Majesté. La nuit est en train de tomber. Contez-moi votre légende en descendant mon corset. Bien. Mais pardonnez-en les imprécisions, je la tiens de mon père. Il y a de cela 7 siècles, l'Église montait Souchion à travers toute l'Europe pour reconquérir la Terre Sainte. Ce fut alors qu'un roturier nommé Guillaume leva sur ses propres deniers une armée qui rejoignit Godefroy de Bouillon. Une armée de 4000 hommes. 4000 hommes? Et au cœur de cette armée avançait sur des roues de métal un chariot au poids égal à 4 ou 5 de leurs catapultes. Que contenait-il? Un trésor immense. De l'or, des rubis, des perles, des diamants. Des perles? Mais d'où venait-il ce trésor? Je ne sais pas. Mais avançons, Majesté, avançons. Ils atteignirent Jérusalem et participèrent activement de la prise de la ville. Puis, la nuit qui suivit la victoire, le trésor, le chariot et les 4000 hommes s'évanouirent corps et âme dans les terres almoravides. Yolande, attendez! C'est ce trésor dont Louis me parle sans cesse, enfoui quelque part entre Jérusalem et Gibraltar. Les rois de France l'ont cherché pendant 3 siècles. Mais j'ignorais cela. Et ce Guillaume, son roturier? Lui et sa descendance restèrent invisibles pendant plusieurs générations. Et puis ils réapparurent en 1348, aussi soudainement qu'ils avaient disparu. Ils avaient acquis un nouveau nom, des terres bénies et une double particule. Vous voulez dire que Frédéric de Saxe de Bourville est le descendant de ce Guillaume qui perdut 4000 hommes à Jérusalem en l'espace d'une seule nuit? Ces trésors, monsieur l'humain, ces trésors dorment encore sous la terre. Je ne vois qu'une légende. Les Saxes de Bourville ont encouragé et fomenté tous ces mouvements de rébellion. Lorsque ma mère, exilée à Vienne, apprit que la reine avait été guillotinée, elle se laissa mourir de chagrin. Comprenez que je tiens cette famille pour responsable de la chute de la mienne. Donnez-moi cette lettre. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Donnez-moi cette lettre ou je vous ferai fusiller et prendrai la même
contre moi-même sur votre petit cadavre républicain. Ceci est mon royaume, et vous n'êtes qu'une poussière sur une barque. En Algérie, les trésors des Saxe de Beauville est en Algérie. Louis! Cher Louis, voici Alexandre Dumas, vaudevilliste. Monsieur Dumas, je vous présente Louis de Beaumont, ministre de la guerre. Vous ne profitez pas de la fête, Mieux encore, j'en prépare une autre. Monsieur de Beaumont, combien avons-nous d'hommes prêts à combattre? 30 000, 35 000 en maison, La flotte? 500 bâtiments. En combien de temps pouvons-nous mobiliser? Un mois. Arrêtez la voiture. Pardon? Arrêtez la voiture. Vous êtes en train de me dire 132 ans d'occupation, de guerre, de massacre, pour un trésor? Non. Pour une histoire? Est-ce pas un avion là-bas? La Révolution, les croisades. Non mais quoi encore? Le pape? Il y a un aéroport ici? Oui, non, c'est juste une petite piste, un avion de tourisme. Non mais vous trouvez pas ça un peu gros? Eh ben, je vous demande pas d'y croire. Mais le carnet, vous l'avez lu? C'est le propriétaire de l'avion là-bas. Comment s'appelle-t-il? Mokhtar. Et la voiture, vous l'avez retrouvée? Monsieur Mokhtar. Bonjour, je m'appelle Martin. Oui, allô? Allô Sylvie, c'est moi. Non, raccroche pas, je t'en supplie, raccroche pas. J'ai pas te rappeler, j'ai qu'un appel et je voulais te dire 3 choses. Bon, la première, c'est que j'ai enterré mon père. Et la deuxième, même si c'est dur à croire, c'est que je t'ai aimé. Et que j'ai tout fait pour être le père que Justine méritait, mais je sais pas, j'y arrive pas, je suis pas fait pour ça. Et je sais bien que sans moi, vous serez mieux. Écoute-moi Sylvie, je vais essayer d'être le plus concis possible. Avant de te rencontrer, j'ai fait pas mal de conneries. Je buvais beaucoup, j'ai volé de voiture, j'ai fait un peu de prison, pas grand chose, mais assez pour me retrouver tout seul. Et c'est là que t'es arrivé, et maintenant sans toi, je sais pas où je serais aujourd'hui. Oui, là je suis dans les Ardennes, je suis au poste, voilà, on m'a confisqué la bagnole et voilà, la bagnole j'avais acheté à Julien et Julien il l'avait volée. Et ça, je le savais. Ça s'appelle du recel, ça s'appelle une récidive, et ça va me faire plonger pour un enfer, mais je peux pas aller en prison. Alors je pars. Martin. Je pars. Je sais pas si je reviendrai, mais voilà, je pars, je passe la frontière dès demain. Voilà, le flic commence à me faire signe, alors je te demande pardon. Pardon d'avoir été ton boulet. Il a fallu que j'enterre mon père pour comprendre, mais là, il est temps que je me débrouille tout seul. Merci Sylvie. Et tu diras à Justine que je l'aime. Enfin, je sais pas, t'inventes un truc quoi. Mais tu lui dis pas que je vous ai quitté, hein. Sylvie, un dernier truc. Oui. Je t'ai piqué 5 000 francs. Fermez la porte là, faut que je vérifie le moteur. 5 000 francs De 1988. aujourd'hui en dinars. Mais Justine, c'était pas votre fille? Je multiplie par 100. Non, c'était celle de Sylvie. Donc le lendemain, j'ai quitté la France. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, j'ai négocié un petit tour de site. Je paie l'atterrissage.
Non mais attendez, vous lui avez parlé 5 minutes et il vous confie son avion? Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? S'il y a bien quelque chose que je crois savoir faire, bah, c'est raconter des histoires. Non mais vous savez piloter? Ah, j'ai pris quelques cours par correspondance. Check. Maman, j'ai peur. Ne vous inquiétez pas, j'ai laissé la Jeep en caution. Maman, laissez-nous descendre. Ah non, c'est pas possible. L'avion est en marche. Mais, et les ceintures alors Ouais, qu'est-ce que je disais? Le lendemain, j'ai quitté la France. Non mais concentrez-vous sur l'avion là. Maman, ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça plein de fois. Combien de fois? Au moins 2. Bon, et vous avez vu le rétro là? Qu'est-ce qui se passe? Le rétro? Attention, je mets les gaz. Mais quel rétro? Je plaisante. Hey, vous avez vu les doigts dans le nez? Pourtant, fait des grands signes. Ah, il a vraiment pas l'air content. Hein. Ah ouais, je vais peut-être dire que nous allions vers le sud. Pourquoi? On va où là? À Alger. À Alger? Oui, on va y faire un petit tour. Et je vous ramène après, c'est promis. Mais la Jeep? Bah, je l'avais louée. Profitez du paysage, on en a pour 2-3 heures, pas plus. Donc, je disais, le lendemain, bah, j'ai quitté la France. Et vous êtes allé où après? Sur les traces d'Adélaïde. Et les carnets, vous l'avez ouvert à la fin? Les Indes, la Chine, l'Afrique. Et puis, 5 ans après, en 1994, j'ai atterri au Canada. Lucie, tu vas ouvrir? Non, je peux pas, je chatte. Quoi? Hey, chat! C'est quoi ça? Mais je cause avec du monde sur le computer. Quelqu'un peut m'expliquer comment on peut parler à un computer? Véronique, c'est sûrement pour toi, non? C'est peut-être Marie-France, elle voulait qu'il est passé après le supermarché. C'est-tu Marie-France? Donc voilà, Lucie hésite entre danseuse étoile, star Hollywood ou prof de philo. On essaie de l'orienter subtilement vers la troisième option. T'as toujours pas d'accent, toi? Non, je sais, on m'appelle le français. Tu as l'air détendu, Martin. T'as rencontré une femme? Oh, d'une certaine manière, oui. Enfin, elle est morte. Non, mais elle était déjà morte quand je l'ai rencontrée. Bref. T'es descendu voir le père? Oui, j'ai fait les lettres. Ah, c'est bien parce que je... pas de... T'en fais pas, j'ai racheté la maison. Non. Je ne savais pas quoi faire avec ces putains de livres, alors je les ai laissés là. Et comme ça, si tu veux y retourner. Bon, t'es où pendant ces enfants? Un peu partout. Je m'emplissais. Tu picolais? Mais non. Mais j'apprenais. J'étudiais, quoi. Tu sais, j'enquête sur une famille qui aurait vécu du Moyen-Âge à la Révolution. Je t'en avais déjà parlé. Les Saxe de Bourville, c'est une obsession. Eh ben, j'ai de très bonnes raisons de croire que... C'est une légende. Tu es bien le fils de ton père, toi. Pourquoi tu dis ça? C'est tout, papa, ça. Enquêter sur une légende. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il s'est rendu dans les Ardennes? Ben, je sais pas. Il enquêtait? Sur quoi? Sur des histoires, des mythes. Tu sais, ça remonte à loin. Bah raconte. Bon, c'était il y a 15 ans, plus même. Elle est morte quand déjà, maman? 75? C'est ça, 3 ans plus tard, en 78. C'était à Aix alors? À Aix, ouais. Toi, tu étais en pension et moi, je venais voir mon diplôme. Et papa venait de prendre sa retraite.
Henri, Qu'est-ce qu'il y a? viens t'asseoir un peu à côté de moi. Je surveille les pâtes, papa. Les pattes, Henri, c'est ça ton excuse. Viens, assieds-toi. Je te dis. Ça va, mon vie, en ce moment? Bon, qu'est-ce que tu vas m'annoncer? T'as une nouvelle copine? Mais non, toi, t'as une nouvelle copine. Non, papa, sinon je ne serais pas là à te préparer des pâtes. Écoute-moi bien. Écoute cette histoire. Aux temps anciens, lorsque l'homme était encore nomade, il célébrait la femme comme une déesse, car elle, c'était celle qui donnait la vie, et il ne pouvait pas l'expliquer. C'était la culte de la fertilité, de la grande déesse, de la grand-mère. Puis, petit à petit, les hommes se sont sédentarisés, ils se sont regroupés en petits villages et ont développé notamment l'agriculture. Papa, j'ai un diplôme d'histoire. Je sais, en vous. Mais tu ne sais pas tout. Avec la sédentarisation, l'homme a commencé à cogiter et il a fini par faire le lien entre l'accouplement et la naissance d'un enfant. Puis, il s'est cessé de considérer la femme comme une divinité, car c'était lui qui l'a fécondée. Et il a pris peur. Il a enfermé sa femme et s'est mis à célébrer le phallus plutôt que la déesse mère. Oui, je connais cette histoire. Bien. Nous sommes donc passés d'un système féminin à une société patriarcale. Mais une petite communauté a refusé cette transition. Les femmes restaient les patrons de la maison et l'héritage se transmit de femme à femme. Elles choisirent de placer toute l'éducation, le savoir et puis aider par la science du calcul de vendre de solides gestionnaires. Cette communauté, tu t'en doutes, n'était pas bien vue du reste de la société. Non seulement la richesse s'accroissait, mais la dominance féminine en était la raison principale. Ainsi, elles entrèrent dans la clandestinité. Comment s'appelle-t-elle? À ce stade, elles n'avaient pas encore. Leur héritage se transmit d'abord oralement, dès l'aventure de l'écriture, sur tous les supports disponibles. C'était les hommes qui occupaient cette fonction d'information et de désinformation. Quant aux femmes, elles développaient une philosophie rationnelle, athée. Et pour répondre à ta question, c'est dans la Grèce antique qu'on trouve pour la première fois un nom à cette communauté qui inspira un personnage d'Aristophane. Elle se nommait les Lysistrate. Et au fil du temps, elles s'attribuèrent un emblème. L'emblème était un arbre représentant le savoir et en forme de calice, symbole de la femme et, par le coucher, de la vie. Attends. Tu les as trouvées où, tes Lysistrates? Aucun traité ne les mentionne. Elles ne sont citées dans aucun livre d'histoire. L'histoire évolue.
L'histoire n'est pas gravée dans la pierre, elle est mouvante. Nos souvenirs, notre mémoire s'estampent et s'embellit. Tu as des sources, papa? J'ai des sources, oui. Je serais curieux de les connaître. Tu dois promettre de ne pas te moquer. Fais-moi rire. Les romans. Les romans? Les romans les plus anciens. Vois-tu, c'est à mon avis que chaque fiction cache un fait réel. L'Odyssée, l'Iliade, l'Énéide, tous font relation à des faits historiques avérés. Eh bien, tous font mention de Lysistrate. De manière détournée, bien sûr, mais c'est pour moi la preuve de leur existence. Altin même, ou le Grand Cyrus, écrit au Xe siècle, le plus long roman connu à ce jour. Je connais Artamen, papa. Il fait 13 000 pages. Personne ne l'a lu en entier. Je l'ai lu. Il est fait 7 fois mention de Lysistrate. Je te soutiens que leur histoire existe dans la littérature ancienne. Cachée, codée, mais elle existe. Mes pattes vont être cuites là. Viens avec moi, Henri. Je pars à l'aventure, à la recherche de Lysistrate. On m'a proposé un poste, papa. J'ai trouvé une petite maison isolée dans le nord de la France. Au Canada. Un village paisible, au cœur des Ardennes. Longchamp. Longchamp. Quoi? Longchamp? Oui, Longchamp. Les carnets seront à Longchamp, les carnets seront à Longchamp, ils sont dans la voiture. La clé est à Longchamp? Il faut que j'aille la retrouver. La clé de quoi? Adélaïde est à Longchamp, papa cherche Adélaïde. C'est qui Adélaïde? Papa savait. Il savait tout. Papa savait tout. C'est qui Adélaïde? Faut que je retourne en France. On s'est endormi? Quelle heure est-il? C'est le matin, mademoiselle. Jeanne. Je me réveille. Il est quelle heure? On est à Alger? Pas tout à fait. Il y a eu quelques perturbations climatiques. On a dû voler un temps au-dessus de la mer. Mais vu que ça s'arrangeait pas, bah, j'ai mis le cap vers le nord. Bonjour, messieurs, dames. Police et les frontières. Vous pouvez descendre le véhicule, s'il vous plaît. On est à Marseille. Bon alors, je récapitule depuis le début parce que là, vous m'emboucanez, je ne comprends plus rien. Donc, vous êtes parti ce matin d'un petit aérodrome algérien à proximité de Mechta-Yadat. Mechta-Yadat. Et c'est là que ça se complique légèrement. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous atterrissez à Marseille sans autorisation. Oui, Avec cet avion dont vous ne possédez pas les papiers. effectivement. Puisqu'il appartient à un certain Mokhtar, dont vous ne connaissez pas le nom de famille. Voilà. Il est gentil, Mokhtar. Je peux avoir un papier, s'il vous plaît, mademoiselle? C'est-à-dire que... Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous parler seul à seul 5 minutes? 2 minutes, pas plus. Mais je ne comprends pas. Je comprends pas. De quoi? Nous n'avons pas de papier, vous avez volé un avion. Empruntez. Vous parlez 2 minutes au douanier, il nous laisse repartir. Mais vous savez, il y a une chose que je sais faire, c'est... Mais c'est raconter des histoires, oui, bah j'ai compris maintenant. Hein. Jeanne, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Bah, qu'est-ce que tu dis, Maudise? Les choses finissent toujours par s'arranger. Heureusement qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui puisse nous héberger. Et comment vous le saviez? De quoi? Il habitait à Marseille. Ah, c'est vous qui me l'aviez dit. Ah non, j'ai jamais dit ça, moi. C'est pas lui, hein? Jeanne, C'est lui. Bonjour, Jeanne. Bonjour, papa.
Bonjour, vous êtes bien chez Henri, Véronique et Lucie. Nous ne sommes pas là, mais laissez un message après le bip. Allô Henri, c'est moi. Bon, bah, je pensais pas tomber sur ton répondeur. Je savais même pas que t'avais un répondeur, donc... Bon, c'est quand j'ai le droit qu'à un appel. Alors, bah voilà, je voulais te dire que je suis bien rentrée en France. Tout va bien, on s'occupe bien de moi. Ah, et je sais que je t'avais promis de te donner des nouvelles, mais je pense que pendant quelques mois au moins, je vais un peu faire le mort. Mais tout va bien. Tout va bien. Et puis? Je pense que Jeanne va vouloir rester à Marseille avec son père. Mais non! Vous! Moi? Bon, bah écoute, on me fait signe de raccrocher, alors... embrasse tout le monde, et tu dirais à Lucie que moi je préfère danser aux étoiles. Moi, je suis retournée en France. Bah, j'étais arrêtée à la frontière et j'ai pris 6 mois ferme. Vous avez fait 6 mois de prison? Ah, enfin 3. Je m'entendais bien avec le personnel et avec les détenus aussi d'ailleurs. Et donc, bah, après, je suis retournée à Longchamp. On était en janvier, c'était quoi, 95. Mais d'abord, je suis retournée au poste de police, à Odelle, et j'ai réussi à les convaincre de me donner l'adresse où la caisse avait été, la voiture où la caisse avait été stockée. Et ils vous ont donné l'adresse. Attendez. Ça me dit quelque chose. Une 504, c'est ça? Grise? Modèle 78. Oui, bah je vais trouver. Vous savez, ici, il y a 2 options. Soit elle est là, soit elle est décompressée. Alors, attendez. Ah, regardez. Peugeot 504, 78 volets, immatriculé 1280, ST 91. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, elle est là. Elle est encore là? Non, enfin, elle est là dans mes fichiers. Elle a été compressée. Pardon? Bah, c'est marqué là. Juin 91, CPS, c'est la compression de compressé. Mais qu'est-ce qu'il en reste là? Bah rien. Rien? Rien. Un cube en métal. Les livres, les carnets, perdus à jamais. Personne a pensé ouvrir le coffre. Personne. C'est pas possible. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça. Toutes ces années d'histoire réduites à un cube de métal. Toute votre histoire s'arrête là? Eh oui. Enfin presque. Alors, je suis retournée chez mon père. J'ai fait un immense ménage. Et puis j'ai dépoussiéré les livres et je les ai lus. Et parmi les livres, il y avait un carnet. Ce n'était pas l'écriture d'Adélaïde, c'était celle de mon père, presque illisible, très brouillonne. Il avait rassemblé une quantité d'informations, mais colossales, tirées de romans, de pièces de théâtre, de poèmes. Et là, au milieu du carnet, il y avait une date entourée en rouge. 1348. 1348. Les hommes et les femmes tombent comme des mouches. La peste alors gagne du pays. Le pape vivait en Avignon. Au cours de l'été 1348, 60 000 Avignonnais allaient mourir du même mal. Plus de la moitié de la population de la ville, à l'abri des hauts murs de son palais, le pape Clément VI priait, lui aussi, pour le salut de son âme. O salutaris hostia, Kekeli pandis ostium, bella premunt, darabur fer auxilium. Amen. Bonsoir, mon père. Qui êtes-vous? Vous avez interrompu vos prières? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous rentré ici? Pour l'heure, mon nom importe peu. Sachez juste que nous sommes ceux qui ont construit vos églises, ceux qui ont construit votre palais, ceux qui vous ont offert la vie que vous portez. Quelle est cette plaisanterie? Il y a de cela 1000 ans, votre prédécesseur s'appelait Sixte le XII. Il ne portait pas encore le nom de pape, mais simplement d'évêque. Il ne vivait pas en Avignon, mais à Rome. Et en juillet de l'an 258, il se terrait dans une catacombe en bordure de la voie Appienne. Qui es-tu? Ne crains rien, je ne suis pas en danger. C'était pour les chrétiens des temps difficiles. Au contraire, je viens t'offrir mon aide. Qui êtes-vous? Pour l'heure, mon nom importe peu. Il te suffira, je crois, de regarder cette bague. Il vous suffira de regarder cette bague et vous saurez à qui j'appartiens. L'arbre calice. Ainsi, vous n'êtes donc pas une légende?
Non, mon père, je suis à la fois un mythe et une réalité. Je suis à la fois un tout et un individu. Nous sommes les Lysistrates. Que voulez-vous de moi? Tais-toi. Rien. Les romans te tueront bientôt. De ton église, beaucoup. J'attends que vous les convertissiez tous à ton Seigneur Jésus-Christ. J'attends que vous les sauviez. Que nous les sauvions? De quoi? De l'Empire. Tu es grec comme moi, et au fond de toi, tu sais comme moi que le salut de l'homme est dans la démocratie. Dans 1000 ans peut-être, ou dans 2000 ans, le pouvoir reviendra au peuple. Votre religion est le premier mouvement sur l'échiquier. Je ne vous comprends pas. Peu importe. Je suis ici pour te dire que nous allons vous offrir des moyens illimités. Par quel miracle? Vous allez faire du commerce de la seule chose qui existera tant qu'existera l'humanité. Quelle est cette chose? La mort. La rémission des péchés de l'homme avant la mort. C'est nous qui vous avons appris à en faire le commerce. Et ce commerce vous enrichira, plus que toute nation ou tout empire. Pendant 1000 ans, grâce au commerce des indulgences en contrepartie d'un dixième seulement des revenus, nous vous avons permis de construire des chapelles, des églises, des basiliques, des cathédrales. Quant à nous, nous garderons chaque pièce que vous nous verserez et ces pièces deviendront un trésor. Un trésor que vous et vos moines soldats n'avez cessé de chercher comme des chiens, mais que ni vous ni les rois n'avez jamais trouvé. Qu'attendez-vous de moi? On m'a dit que vous désiriez acheter Avignon. La reine de Naples nous en demande 80 000 florins d'or. Sans compter ce palais qui est encore en travaux, je crois. Et ce fléau qui décime les croyants et affaiblit leur foi. Allons, mon père, cessez vos prières. Aujourd'hui, je vous apporte ces 80 000 florins d'or. Qu'avez-vous à y gagner? Moi, rien. Voici ma fille, Jeanne. Vous lui offrirez des terres bénies, un nouveau nom, des doubles particules. Les Lysistrates disparaissent aujourd'hui, mon père. Longue vie aux Saxes de Bourville. Maman, je reste ici. Qu'est-ce que tu racontes? Je reste ici, papa est d'accord. Je veux faire mes études ici, à Marseille. Et moi, je vais retourner au Canada. Faut que je retrouve mon frère, faut que je lui raconte, faut que je lui explique. Voulez-vous venir avec moi, Alia? Pardon? Au Canada. Voulez-vous m'accompagner? J'ai pas mes papiers. Pas si ce n'est que ça. Regardez, nous sommes dans un port. Vous voyez ce grand voilier là-bas amarré? Eh ben, je suis sûre que je peux les convaincre de nous prendre avec eux. Mais vous savez même pas où ils vont. Eh ben, on va leur demander. Maman, je connais rien de cette personne. Son histoire n'est qu'une histoire, ce sont que des mots de l'air en vibration. Et si j'ai envie d'y croire, moi? Et si je choisis d'y croire? Monsieur Martin, si vous réussissez à convaincre l'équipage de ce voilier de nous prendre, je vous suis. Jeanne, j'ai quelque chose pour vous. Depuis 13 ans, je le porte avec moi et le garde par tous les temps. C'est le carnet que j'ai récupéré dans ma voiture avant de me retrouver au poste. C'est le dernier carnet d'Adélaïde. Faites-en ce que vous voulez, il est à vous. Paris, 17 septembre 1870. Je reviens à Paris pour la première fois depuis près de 50 ans. Paris aujourd'hui est encore plus belle que d'habitude, car Paris est libre. L'Empire a été renversé il y a 10 jours. C'est un vieil ami que je viens retrouver. Doucement, son fils m'amène à lui. Alexandre, terrassé par une attaque, est à moitié paralysé. Il y a eu un accident. Il s'est effondré. Les médecins ne sont pas très optimistes. Nous partons à Dieppe demain. J'ai une villa dans les environs. Lui, l'air marrant lui fera du bien. Vous croyez que je peux lui parler? Je crois. Si vous voulez aller parler pas, il me déshéritera. Père, vous avez une visite. Jeanne,
Madame, je vous ai tant attendu. Si ce n'était cette vilaine attaque qui m'a paralysée, je vous prendrais dans les bras et vous embrasserais comme un jeune homme. Enfin, je peux mourir. Je vous ai lu, vous savez. Vous m'avez transporté. Et moi, vous m'avez fait rêver. J'ai conservé chacun de vos carnets et je peux vous assurer que personne en moi-même n'en a jamais lu une seule ligne. Je le sais. Venez les reprendre. Je dois les détruire. Non, ça vous ne pouvez pas. Les enterrer alors. Si vraiment il le faut. Vous avez trouvé votre petit trésor? Je l'ai trouvé. Et? Voyez-vous, Alexandre, il ne sert plus à rien, car nous avons gagné. Vraiment? Depuis 10 jours, l'Empire n'est plus. Il ne reviendra pas ici. Ni la monarchie, ni la tyrannie. Il y aura des guerres, bien sûr, et notre victoire est pour l'heure circonscrite à la France. Mais je veux croire que celle-ci sera un jour un phare pour le reste du continent. Pour le reste du monde, nous avons gagné. Vous dites nous, mais de qui parlez-vous? De vous, de moi, de ma famille, de mes ancêtres, de ceux dont les idées façonnent l'avenir et glorifient le passé. Comme vous êtes belle, Adélaïde. Cessez, Alexandre. Ah, ça jamais. Pour la guerre, cela suffit, mais pour l'amour, on ne doit jamais cesser d'aimer. Voilà. La douche est ici. Il y a des serviettes propres. On lève l'encre dans 10 minutes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Que lui avez-vous raconté? Non mais qu'est-ce que vous avez bien pu lui dire? Peu importe. Je suis fatiguée de parler. Dans une de mes mains, il y a une pièce. Si vous la trouvez, je continue mon histoire. Encore. Encore une fois. Je n'ai rien d'autre à vous offrir que la vérité. Je n'ai jamais trouvé le château perdu d'Adélaïde. Je n'ai trouvé que des histoires, des rêveries. Je n'ai trouvé que du vent. Je choisis cette main. Maintenant, ouvrez celle-là. Si celle-là est vide, ça veut dire que la main que j'ai choisie contient une pièce. Ça y est, vous êtes passé du côté des livres. Je n'ai jamais trouvé le château. Mais un jour, je compris le message et la charge que m'avait confié mon père. Au-dessus de la tombe, en plein milieu, exactement au milieu du cimetière, j'ai pu distinguer, au loin, à travers le portail, un chêne. Le chêne, vieux d'au moins 150 ans, semblait se mêler aux fêlures du portail et former ainsi un calice. Je partis inspecter cet arbre et découvris, gravé sur son tronc, de nombreux symboles très étranges, très anciens, du sanskrit. Tous ces symboles, mis bout à bout, forment une phrase. Veda, Prastanya, Jivasya. Le savoir est la source de la vie. Mais aussi, la source de la vie est celle qui sait, ou bien la femme sait. Adélaïde savait. Le soir venu, armé seulement d'une pelle, je partis au pied de cet arbre pour pouvoir creuser. Creuser entre les racines entrelacées. Et après un travail acharné, m'appelle Horta quelque chose. Un coffret rempli de florins d'or. De florins, de doublons, de diamants, de perles, de pièces précieuses. Bon, le jour allait se lever, alors j'ai pris le coffret et j'ai refermé le trou. Mais je n'étais plus inquiet. J'avais désormais les moyens de mon temps. Bon, alors je suis recherchée, j'ai acheté tous les terres aux alentours. Vraiment toutes les terres aux alentours. Jusqu'au cimetière lui-même. Et j'ai racheté un château qui jadis appartenu à Jules de Polignac. Et à partir, j'ai amené ce château à Linchamp, autour de cet arbre, et à l'abri du château, j'ai creusé, creusé et creusé. Et qu'avez-vous trouvé? Un coffre, et encore un coffre, et des dizaines de coffres, entassés les uns sur les autres, et faits du meilleur bois. Et chacun de ces coffres contenait la fortune d'un petit pays. J'étais riche, mais non mais immensément riche. Mais cette fortune ne m'appartenait pas. Et après? Bah après, exactement comme j'avais été chercher les trésors, je suis allée chercher l'héritière. Non. Adélaïde
n'était pas malade sur le tableau de Jeanne de la Croix. Elle était enceinte. Enceinte de qui? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu un fils, Hicham. Qui lui-même a eu une fille, mariée à Youssouf Ibrahim Jawad, un poète algérien. Et ensemble, ils eurent 3 enfants, 3 fils. Youssouf, Mohamed et Richard. Richard est mort d'un accident de cheval à l'adolescence. Youssouf a fini sa vie sans enfant. Mais Mohamed a une fille. Yasmina, née en 1912 et mariée en 1934. À Houssine Ben Mahmoud. À Houssine Ben Mahmoud. Et ensemble, ils ont eu un fils. Kateb Ben Mahmoud. Et Kateb s'est marié avec une Française, Sophie Marty. Et ils ont eu un enfant, une fille, née le 1er avril 1966. Et ils l'ont appelée Alia. Je suis le porteur d'histoire. Je suis le fils, petit-fils et arrière-petit-fils de porteurs et raconteurs d'histoire. J'ai pour ancêtre Hérodote et Eusèbe de Césarée. Et vous, vous êtes Alia Ben Mahmoud, de Saxe de Bourville. Non. Votre fortune est immense. Vous avez le pouvoir d'influencer le monde, d'embraser les nations, de lever des armées. Non. Un jour, Jeanne, votre fille, suivra votre voie. Et puis elle, sa fille, et après elle, sa fille. Ce sont que des histoires. La Jeep vous appartenait. L'avion également. Et ce voilier aussi. Les serviettes sont brodées au nom des Saxes de Bourville. Vous racontez n'importe quoi, je vais demander au steward. Allez-y, appelez-le. Monsieur. Il s'appelle Jérôme. À qui appartient ce voilier? Mais à une riche famille de vieille noblesse française. Leur nom? Quel est leur nom? Dites-le lui. Le 18 mai 2001, Alia Ben Mahmoud et Martin levèrent l'ancre, et plus jamais je ne revis ma mère. Le 4 septembre 2006, j'obtiens ma licence de littérature ancienne à l'Université de Provence. Le 17 mai 2008, à Villers-Cotterêts, au musée Alexandre Dumas, je contemplais longuement les premières pages manuscrites du conte de Monte Cristo. Les E liés, les apostrophes, les accentuations, les majuscules étaient les mêmes que celles contenues dans le carnet d'Adélaïde. Et je compris. Alexandre Dumas, romancier, raconteur d'histoire, avait couché sur papier une vie d'aventure et de voyage, la vie d'une seule femme, montée de toutes pièces, sous la forme d'un journal intime. Dumas, mort en 1870, avait enterré la somme de ses écrits dans un petit cimetière de province, dans un cercueil, au nom de son héroïne, Adélaïde Antes. Qu'est-ce qu'une histoire? Une histoire, c'est le fondement d'une vie humaine. Le 8 juillet 2011, Jeanne revient pour la première fois depuis 10 ans chez elle, à Mechta-Rayadat. Rien n'a changé. Seule de la poussière s'est accumulée sur les meubles. Je contemple longuement ma bibliothèque. J'en saisis un ouvrage au hasard. C'est l'Énéide de Virgile. J'en connais les premiers vers par cœur. Dans la fleur de mes ans, à l'ombrage des êtres, je fais résonner mes airs doux et champêtres. Doucement, Jeanne ouvre le livre. Et puis, elle y lit les premiers mots. Scientia est utium vitae. Le savoir est la source de la vie. Jeanne reste pétrifiée. Sur la tranche du livre, qu'elle ose à peine regarder, elle y découvre le symbole de l'arbre calice. Ses mains tremblent. Le livre lui échappe. Pendant un instant, elle étouffe. Elle ne peut plus respirer. Alors, elle relève les yeux et tout en contemplant la bibliothèque des Saxes de Bourville, la bibliothèque d'Adélaïde, sa bibliothèque. Et elle se met à y croire.